Bonjour et bienvenue dans ce top 10 des jeux que j'attends le plus pour 2019. C'est quelque chose que j'aime bien faire en début d'année, voilà, de voir un peu les jeux. Alors c'est pas forcément les meilleurs jeux de l'année, mais c'est ceux qui m'intéressent, qui piquent ma curiosité. J'avais déjà fait ça l'année dernière. D'ailleurs, il y a des jeux qui étaient dans les jeux les plus attendus en 2018, qui sont pas sortis en 2018, qui finalement étaient reportés en 2019. Du coup, je les ai pas mis dans ce top 10, mais on retrouvera notamment Artificial Intelligence, qui est toujours pas là, que j'espère qu'il va arriver, celui qui devrait pas tarder, en théorie, Brasil aussi. Bref, on retrouvera pas ces jeux dans ce top, puisque j'ai préféré aller vers les nouveautés quand même s'il y a toujours ceux de 2018 qui sont pas encore arrivés, que j'attends avec grande impatience. Donc au numéro 10 de ce top, c'est Sarah's Vision. Je sais pas si je le prononce très bien. C'est un jeu de Anthony. Alors, je me suis fait une petite aide parce que quand même, faut écrire ses fiches maintenant. C'est plus sérieux. Donc Anthony Ojego, je sais pas comment on le prononce. Donc un auteur, je crois qu'il a pas fait, ou il a dû faire un jeu, mais je suis pas sûr. Édité par Baloise Group. Alors là, c'est pas un éditeur. C'est ça qui est un peu surprenant. C'est une compagnie d'assurance, si j'ai bien compris. Donc il publie son premier jeu. C'est un fonds de pension, quelque chose comme ça, quoi. Donc j'ai trouvé ça intéressant que même eux se mettent à faire des jeux. Et donc là, on est sur un jeu coopératif. Donc c'est un jeu où la thématique, on est dans le futur, dans 2128 ou quelque chose comme ça, où la technologie a bien avancé, le savoir, la connaissance est à un tel niveau, qu'en fait l'humanité arrive à un point où on va pouvoir vivre vraiment notre vie, quoi. On est libéré de tout le reste. Sauf que, parce qu'il y a toujours un que, sauf qu'il y a un groupe qui lui est pas d'accord avec ça, qui a envie qu'on revienne à l'âge des ténèbres, c'est-à-dire dans les années 2000, maintenant, qui revient à notre niveau. C'est vrai qu'il faudrait être con pour revenir à notre époque, mais bon, il y a des gens comme ça. Donc on fait partie d'une agence, en fait, on est des personnes HPI, c'est-à-dire haut potentiel intellectuel. D'ailleurs, je connais une amie qui fait des gros bisous parce que je l'aime beaucoup, qui est HPI. Donc voilà, on va avoir donc c'est coopératif. Il y a c'est sous forme de campagne. Donc on va devoir faire face à des événements. Donc c'est de la programmation d'action sur le terrain où on va avoir des personnes. On va essayer de libérer le plus de citoyens possible, sauver de ces méchants. Donc il va falloir pas les mettre en danger, sinon si trop de danger, la partie est perdue. Sauf que nos actions en fait elles ont un coût en ressources, et c'est tout le sel du jeu, parce que jusque là on n'est pas trop surpris par le jeu. C'est qu'on va pouvoir avoir des ressources à utiliser, ou alors une tour Jenga. Et ça c'est génial, vraiment comme le jeu Jenga, vous savez, avec les petits bâtonnets de bois qu'on superpose les uns aux autres, et on va pouvoir retirer d'un certain étage pour remettre au-dessus. Donc vraiment, ça représente nos ressources. En fait, cette tour Jenga, c'est notre quartier général en fait de l'agence. Et évidemment, si on fait écrouler l'agence, on a perdu aussi. Donc il va y avoir une espèce de prise de risque. En tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup d'essayer de voir ce que ça donne. J'aime cette idée de réutiliser une mécanique d'un jeu comme le Jenga. J'aurais jamais pensé à utiliser ça dans un jeu de société, un jeu de gestion. Et donc là, voilà. Ce matériel-là me plaît beaucoup, cette idée de, qu'est-ce qu'on fait? On va gérer ces ressources, donc qui sont des vraies ressources, ou au contraire, on va pouvoir économiser un peu en prenant le risque d'aller taper dans cette fameuse tour qui en plus, dans l'histoire représente quelque chose. Donc il y a toute une logique derrière ces choix. Donc voilà, ça fait partie des jeux que j'ai vraiment envie d'essayer. Alors, je sais pas si ça va être formidable, ça va faire plouf, des fois ça fait plouf, mais là voilà, ça fait partie des petites pépites. Donc Sarah's Vision, ça sort, je crois, en début d'année, je suis pas sûr, enfin pas chez nous en tout cas. Je sais pas d'ailleurs en France s'il va y avoir quelque chose ou pas. En tout cas voilà, j'espère que ça va être édité par chez nous, parce que ça mérite ça mérite de s'asseoir autour d'une table pour y jouer. En numéro 9 de ce top 10, j'ai choisi un jeu pour 2 joueurs. C'est un peu
un peu plus rare que j'aille sur ces... parce que normalement, je joue toujours à... Moi, c'est 4, hein, 4, c'est le chiffre magique dans tous les jeux. Normalement, en tout cas, dans tous les jeux dits experts ou de gestion. 4, c'est Mais en ce moment, beaucoup de jeux à 2 qui sont assez intéressants. Et là, on est sur un peu, je pense, une mode qui est en train de se faire. Il y a eu la mode où tous les gros succès, on les sortait, ils avaient leur version jeu de dés. Maintenant, on a la version duel. Donc là, c'est Yokohama Duel, un jeu donc Yokohama, un jeu que j'aime beaucoup, qui fonctionne bien. Je trifouille mes câbles en même temps parce que voilà, on est comme ça chez Lidema, on fait tout en live. Donc Yokohama Duel de Hisashi Hayashi. Je ne sais pas si je prononce très bien, mais en tout cas, voilà, c'est donc l'auteur de Yokohama, le jeu classique, mais c'était aussi l'auteur de Train, un deck building que j'aimais beaucoup. Donc c'était un deck building avec un plateau. Donc il y avait du placement sur le terrain et en même temps ce côté deck building. Enfin voilà, Train, ce que j'aimais beaucoup, que je trouvais quand même qui était cher à l'époque par rapport à ce que c'était, quoi, par rapport au matériel, etc. C'est-à-dire qu'il y avait des extensions, il y a eu même un standalone qui pouvait faire office aussi d'extension. Enfin bref, une série que j'ai trouvé vraiment très réussie. Et donc là, Yokohama Duel, donc on retrouve l'esprit Yokohama, sauf que là on est sur des parties de 45 minutes, où on va s'affronter, donc toujours avec le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'on va avoir des quartiers, je crois qu'il y a 10 quartiers dans le jeu, et on va pouvoir aller dans les quartiers. En fait, le but, c'est de devenir le marchand le plus riche, car devenir le marchand le plus pauvre, c'est un peu nul comme idée. Et on va aller donc se poser sur les quartiers pour pouvoir faire des actions, donc récupérer des ressources, construire des boutiques. On a toujours les cartes qui permettent de faire, je ne sais plus comment ça s'appelait d'ailleurs, c'était pas les cartes progrès, mais voilà, en gros, on récupérait des actions, des bonus. Il y a toujours les contrats pour marquer des points. Mais surtout, la petite subtilité là, c'est qu'il n'y a plus le côté où on égrène nos personnages sur le terrain pour pouvoir faire des actions, ou pour ceux qui connaissent Yokohama, quand on faisait des actions, en fait, il y avait plusieurs valeurs, et plus on avait de force, c'est-à-dire plus on avait mis de personnages sur le terrain où on allait, plus on pouvait avoir accès à une action un peu plus forte, plus intéressante. Donc là, il n'y a plus les petits personnages. Quand on va choisir de faire une action sur un quartier, en fait, on va utiliser des cartes. On va devoir gérer des cartes qu'on a en main, sauf que on va devoir jouer la carte qui a la valeur la plus faible dans notre main. Sachant qu'on va pouvoir upgrader, évidemment, si on a déjà construit une boutique, c'est plus 1 en force. On va pouvoir utiliser des upgrades de cartes, etc., etc. D'autres choses pour augmenter. Mais voilà. Sachant que dans chaque manche, on ne pourra aller qu'une seule fois par quartier. L'adversaire et nous y compris. Donc ça veut dire qu'il va falloir gérer sa main pour garder peut-être ses cartes les plus intéressantes pour des quartiers, vraiment viser certains quartiers, sachant que notre adversaire peut y aller avant nous et donc nous squeezer. Le jeu se déroule en 4 manches, donc ça m'a l'air très tendu. J'ai vraiment hâte, pareil, de faire une petite partie de ça. Je sais déjà contre qui je vais jouer et je sens que je vais me faire éclater, mais c'est pas grave. Enfin voilà, donc Yokohama Duel, pareil, je sais pas, j'ai pas de news. En fait, comme toujours hein, dans ces vidéos des top 10 des jeux les plus attendus, on n'a pas beaucoup d'infos, on n'a pas souvent joué au jeu, voire il n'est pas encore définitivement fini, il n'y a pas d'infos sur quand il sort, mais voilà, on est quand même content, on l'attend. Et ça fait partie, voilà, je pense qu'il y a une mode comme ça, et je pense que ça va peut-être se développer sur beaucoup de jeux, et pourquoi pas. Si on arrive à faire du Seven Wonders Duel, pourquoi pas des choses aussi belles, aussi réussies que ça, ben ça m'intéresse. En numéro 8 de ce top 10 des jeux que j'attends le plus, il y a, alors je reprends ma petite fiche, Yinzi The Shining Ming Dynasty. Donc c'est de Costa et Rolla, donc c'est chez Spielworks, donc l'éditeur qui a fait La Granja entre autres, Gentes, etc. Donc voilà, c'est un jeu, pareil, on ne sait pas trop, mais de ce que j'ai lu, c'est surtout le système qui m'intéresse. C'est un système d'action où en fait on va avoir des cartes, on va avoir un tableau, et la manière dont on va agencer nos cartes, l'ordre dans lequel on va jouer nos cartes, etc., ça va pouvoir enclencher des actions. Donc a priori, il y a vraiment un système de gestion de sa main et de comment on place ses cartes. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir en fait comment ça fonctionne, ce que ça apporte. Donc là, on est sur du gros jeu, donc c'est ça aussi qui m'intéresse.
D'ailleurs, j'ai mis en numéro 8, mais je vais mettre en ex-aequo en fait, puisque Costa et Rolla, ils ont aussi un jeu qui s'appelle Imperial Century, qui doit arriver chez What's Your Game. Donc d'ailleurs, What's Your Game qui l'année dernière devait faire des KS pour ressortir certains de leurs jeux. Malheureusement, il y a eu des problèmes de production et ça a tout décalé en fait. Donc du coup, tous les jeux qu'on attendait de leur part, etc., ça a été une mauvaise année pour ça. Donc là, normalement, on va avoir le retour des What's Your Game avec donc cette nouveauté-là. Il y a Brasil, normalement, qui va bientôt, on en a parlé en tout début de vidéo, mais qui devrait pareil être en KS dans pas longtemps. Il y a les extensions de Zangyo, que j'attends vraiment beaucoup, parce que Zangyo, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Enfin voilà, un retour en grâce des What's Your Game. Mais donc du coup, ouais, Yinzi The Shining Ming Dynasty, ça me plaît bien. Cette idée de mécanique, donc placement d'ouvriers qui rapportent des points d'action qui vont nous permettre de débloquer des choses différentes en fonction de comment on joue. J'ai vraiment hâte d'y jouer. Par contre, je ne sais pas quand est-ce qu'il arrive quelque part. Sûrement, on aura ça toujours pareil. De façon générale, on a ça vers SN. Donc en 7e position, c'est La Stanza de Nuno Santiero et Paulo Soledad, donc des auteurs qu'on parle souvent d'ailleurs dans les top 10 comme ça, puisque bon, c'était les auteurs Panamax, Nippon, etc., Madeira et compagnie, mais aussi, on en a parlé, Brasil, Artificial Intelligence. Donc là, ils sont pas chez les What's Your Game cette fois-ci, ils sont chez Queenette Games. Donc La Stanza, on est sur un jeu assez joli, assez intéressant, où on est en fait comment on peut appeler ça, des sponsors d'artistes. Donc on va pouvoir aller en fait faire des actions dans différentes pièces sur le plateau, quoi, en sachant qu'à chaque fois on va pouvoir recruter donc nos artistes pour pouvoir les faire évoluer. Donc sur chaque pièce en fait, qui sont par couleur, on va pouvoir dépenser des meeples de la couleur adéquate pour pouvoir augmenter notre tour d'action. Voilà, a priori c'est un jeu qui est assez dynamique, puisque les coups s'enchaînent comme ça, chacun à son tour, etc. Donc voilà, ça m'a l'air assez bien fichu, j'allais dire foutu, parce que je parle mal, parce qu'il est tard. Mais ouais, donc du coup je crois que le KS doit démarrer, je crois que c'est le 8, donc voilà, sûrement le jour de cette vidéo ou juste après. Donc je mettrai les liens de façon en dessous dans la description, mais je vous invite à aller voir ça de plus près. Ça a l'air vraiment bien sympa, et du coup c'est peut-être un des premiers pledges de cette année. Ça commence déjà à piquer le porte-monnaie. Donc voilà, La Stanza. En numéro 6 de ce classement des jeux que j'attends le plus cette année, c'est New Frontier. New Frontier qui est un jeu, donc un standalone dans la collection Race for the Galaxy, un des meilleurs jeux du monde, qui était à l'époque un deck building. Ensuite il y a eu un Roll for the Galaxy qui était un roll building, si on peut dire ça comme ça. Et là donc on a encore un jeu dans le même univers. Donc pour ceux qui connaissent déjà tout ce qui est iconographie, tout ça, ça va aller vite. On retrouve le même principe, c'est-à-dire toujours plusieurs tuiles qui représentent en fait les actions disponibles. À son tour de jeu, on choisit une action, ce qui donne cette action, elle est accessible à tous les autres joueurs, sauf que nous, comme on vient de la choisir, on a un petit bonus. Donc tout l'intérêt, c'est de faire attention à l'action qu'on va choisir, qui va être de coloniser, de construire donc coloniser des nouvelles planètes, construire des bâtiments. Donc on a un gros plateau personnel. Et évidemment, quand on donne cette action, on bénéficie du bonus, mais il faut faire attention à ce que les adversaires n'en profitent pas trop. Donc on va pouvoir par exemple choisir de construire des bâtiments à un moment où les autres joueurs sont un peu en difficulté financière pour pouvoir construire ou n'ont pas les bons colons, etc. Donc voilà, ça a l'air assez simple en fait, en termes de mécanique. Comme je l'ai dit, on choisit une tuile, tous les joueurs appliquent l'action, joueur suivant qui choisit une tuile, etc., etc. Donc ça a l'air d'être assez rapide. Malgré tout, je pense qu'il y a quand même assez de profondeur. Il y a ce côté avantage de pouvoir jouer tout de suite, de ne pas avoir trop de mécaniques complexes ou autres, et du coup on va se concentrer vraiment sur les choix. Et je pense que c'est cette tension, vraiment de faire le choix, de faire attention à ce que font les autres,
de bien choisir comment comboter, puisqu'on retrouve toujours le même état d'esprit que Race ou Roll for the Galaxy, hein, ce côté combo, mettre en place. On va pouvoir s'orienter vraiment sur des stratégies en fonction du type de planète ou du type d'action qu'on va vouloir réaliser. Par exemple, si on va être plutôt dans la production de ressources, etc. Donc voilà, New Frontier, je sais pas si... j'ai l'impression en tout cas qu'il est assez intéressant, parce que ça fait bizarre en fait, après Roll qui était... enfin, moi j'aime beaucoup. Alors, je sais qu'il est un peu moins touffu, moins profond que Race, mais je trouvais déjà très intéressant, je trouvais plus facile, plus accessible en fait, pour des joueurs qui n'étaient pas trop habitués aux jeux de société. Ça marchait assez bien, même si l'iconographie elle est un peu difficile au premier abord. Là du coup je suis vraiment intéressé par ce côté, on joue super vite, c'est ultra simple pour démarrer quoi. Et en même temps, de ce que j'ai vu, alors j'ai pas vu toutes les tuiles, mais j'en ai vu quelques-unes, il y a quand même des choses assez intéressantes donc, à creuser. Et puis bon, ça donne toujours envie du Race for the Galaxy. En numéro 5 de ce top, un jeu que j'attends beaucoup, alors bizarrement parce que c'est Machikoro Legacy, je sais pas si je prononce bien, donc c'est Miniville hein, en version Legacy. Donc Miniville, c'est pas un jeu que j'aurais apprécié de prime abord quand il est sorti, mais je l'avais acheté pour jouer avec ma fille, et du coup, finalement j'ai pris assez de plaisir à y jouer, on a passé de bons moments. J'étais assez étonné que ça fonctionne bien en fait. Après, c'était pas non plus le jeu le plus profond du monde, hein, parce qu'il y a des dés, et ça, les dés, c'est mal en général. Pas tout le temps, mais des fois. Mais en tout cas, là, voilà, j'ai envie de découvrir cette version Legacy qui a été fait. Donc, je crois qu'il va se passer en 10 manches, hein, sous forme de campagne, en sachant qu'on va devoir faire des choix, de ce que j'ai compris, parce qu'on peut pas trop en savoir. C'est le problème avec les jeux Legacy, c'est qu'on nous vend du vent, parce qu'on ne sait rien, on peut pas tout nous dire, parce que tout est basé sur la surprise. En tout cas, c'est la même mécanique que Miniville, en tout cas. Toujours pareil, on lance des dés, ça active des bâtiments, récupère des ressources, des sous, et on va pouvoir acquérir de nouveaux bâtiments. Sauf que là, c'est sous forme de choix, et Legacy oblige, donc des choix définitifs, qui vont a priori, de partie en partie, tout au long de la campagne, vraiment amener des mécaniques ou des sensations de jeu complètement différentes. Donc voilà, ça fait partie des choses que j'attends vraiment avec impatience. Et en fonction du niveau, j'ai peut-être même envie de faire découvrir ça à ma fille. Ça fera un deuxième Legacy. Je trouve que c'est bien qu'on se mette qu'il y en ait de plus en plus, parce que je trouve que c'est une mécanique très intéressante. Je pense à un des meilleurs jeux de cette fin d'année 2018, qui a été le Zombie Kids Evolution, qui est vraiment, voilà, avec lequel on va jouer avec ma fille, on va coller des stickers, et on va essayer de débloquer le plus d'enveloppes possible, en sachant que ça monte en puissance, etc. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant, en fait, qu'on y va vers un public un peu plus jeune, ou des jeux un peu plus accessibles, puisque quand même, pour l'instant, les Legacy sont réservés à des styles un peu plutôt core gamer. Et voilà, j'espère qu'on va... pourquoi pas d'autres jeux en format Legacy, ça me plairait bien, quoi. Carcassonne Legacy. Voilà, une bonne idée. En numéro 4, alors je venais juste de dire que les jeux avec les dés, c'est pas bien. Mais parfois, ça peut être bien, puisqu'ici, on va parler de Rum and Roll. Donc un jeu de roll and write, puisque ça aussi est à la mode. Enfin, tout est à la mode. Maintenant, il n'y a plus... tout est à la mode. Tout sort. Les jeux de duel, les Legacy, les roll and write. Donc là, Rum and Roll, c'est un jeu de David Turczi, qu'on reconnaît bien, qui manie beaucoup les dés en ce moment, je trouve, avec son dernier, donc Dice Settlers. Donc un jeu que il y a la vidéo sur la chaîne, un jeu intéressant, sauf que l'édition a été catastrophique. Mais voilà. Donc là, il nous revient avec un roll and write. Donc il n'est pas tout seul, il est avec Nick Shaw. Donc c'est un roll and write, donc on est dans la Rome, on est à Rome, donc après un grand incendie qui a un peu tout détruit, donc on va participer à la reconstruction de Rome. Pour ce faire, donc c'est un draft de dés. Il va y avoir une partie draft de dés, et il va y avoir les dés vont être customisés, un peu comme Dice Settlers. Donc ce sera des D6, hein, je crois, ou peut-être pas, on sait pas trop. Mais en tout cas, voilà, les faces vont être vraiment customisées. Et il y a un système, donc on va avoir accès, si j'ai bien compris, à un dessin qui représente les 6 collines de Rome, et on va pouvoir dessiner dessus pour
au fur et à mesure des choix qu'on va faire, un peu à la manière d'un Tetris. On va pouvoir reconstituer les fameux... Rome était bien connu pour ses routes, hein, son réseau routier, donc on va constituer le réseau routier, mais on va pouvoir embaucher des légionnaires, récupérer des ressources, etc., etc. Donc voilà, je suis très intéressé de voir ce qui peut être fait dans ce format-là par quelqu'un comme cet auteur. En sachant que David Turczi, c'est un peu... c'est un auteur qui ne s'arrête pas, qui ne fait que ça. Donc il participe beaucoup aux jeux, il fait souvent des modes solo d'autres jeux. Mais là, il est plein de projets. Et donc, tant qu'on y est, je vais mettre aussi un jeu que j'attends de lui, alors qui sortira peut-être pas en 2019, plutôt en 2020. Je vais essayer de pas me tromper dans le nom. Donc c'est Welded Iron, donc qui est vendu comme un tower defense compétitif. Et ça, moi, les tower defense, j'adore ça. Donc tower defense compétitif avec un arrière-goût de sight. Voilà, c'est vendu comme ça, c'est de la punchline, ça donne envie. Donc ça fait partie des jeux que j'attends beaucoup. Donc Rom and Roll, à voir ce que ça vaut, ce que ça apporte. J'aime cette idée-là, en tout cas, de dessiner, de faire du Tetris et en même temps du draft 2D. À voir. En troisième position de ce top 10, alors j'avais dit en tout début de vidéo que je reprendrai pas les jeux de l'année dernière qui n'étaient pas encore sortis et que j'attendais toujours. Je vais quand même faire une petite exception parce que ce jeu-là, je l'ai mis en troisième position exprès pour la boutade, mais c'est Black Angel, qui n'est pas sorti donc en 2018, qui a été repoussé, je crois qu'il sort à la Gen Con normalement, donc cet été, été 2019. Donc Black Angel, il y a déjà une vidéo, puisque j'ai eu la chance de pouvoir y jouer, qui est sortie. C'est un des jeux que j'attends le plus, surtout depuis que j'ai joué, c'est encore mieux. Vraiment, donc je vais pas tout reprendre le truc, hein, il y aura quelque part non, c'est là, c'est inversé je crois, un lien vers la vidéo où on a déjà fait un débrief dessus. Mais voilà, ça reste le jeu qui me semble mécaniquement, en termes de profondeur, etc. Je pense voilà, c'est un des jeux qui pour moi est sans faute. J'ai déjà joué, donc je sais que je vais déjà aimer. Donc ça fait partie des jeux instant buy. Depuis, donc on savait que Yann O'Toole, le célèbre illustrateur, a déjà donc participe au projet. Depuis, on a vu les premiers choix esthétiques. Je suis fan, donc voilà, tout simplement. C'est le projet à suivre pour ceux qui aiment les bons jeux de gestion très intéressants. Pour ceux qui ont aimé 3, je pense. Ceux qui ont aimé... on y retrouve, donc c'est 3 dans l'espace, hein, comme je disais déjà l'année dernière, avec saupoudré d'un peu, donc maintenant on a vu Solenia, hein, cette mécanique de déplacement de plateau. Donc on retrouve juste ça, hein, parce que le reste c'est différent, mais... donc voilà, ça, Black Angel, c'est instant buy, c'est... voilà, on est de toute façon top 3, là, c'est les jeux qu'on attend le plus, c'est là, je suis pas bien. Faut que ça sorte vite, c'est trop loin l'été. Donc en deuxième position, c'est dur, hein, maintenant de façon 3, 2, 1, c'est à peu près pareil, on est kiff dans les jeux qu'on attend le plus. C'est évidemment le Vital Lacerda de cette année. Donc On Mars, du bon gros Lacerda, donc c'est toujours pareil, hein, Lacerda, Yann O'Toole, on est chez Eagle Gryphon Games. Donc On Mars, on va gérer, on s'est expatrié de la Terre, on commence à coloniser Mars. C'est du bon gros jeu. Alors de ce que j'ai cru comprendre, on retrouve un peu un système de tours qui change, ordre de tours qui change un peu à la Kanban, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire qu'en fonction de où on se place et des actions qu'on fait, on va pouvoir jouer plus ou moins vite dans la manche suivante. Sachant qu'il y a moyen de comboter, donc en fait ça va être des choix très intéressants à faire, en sachant que donc c'est un jeu comme toujours du Lacerda, donc très complet, quand il choisit une thématique, en général il la travaille vraiment, c'est-à-dire qu'il met toutes les actions, tout le jeu au service de cette thématique. Donc là, de ce que j'ai compris, c'est qu'on va avoir en fait deux zones de jeu, une zone dans l'espace où on va pouvoir gérer, acheter des projets, envoyer des ressources sur Terre, etc. Et une zone sur Mars. Donc notamment, il va y avoir un moyen de pouvoir comboter, c'est-à-dire de choisir l'action quand on est dans l'espace qui nous amène sur Mars, pour pouvoir ensuite enchaîner des actions sur Mars.
Donc voilà, sur Mars où on va pouvoir planter des choux, hein, sûrement, ou des pommes de terre pour se nourrir, développer des drones, etc., etc. Donc voilà. Alors comme toujours, quand c'est la Lacerda, j'essaye de pas trop me renseigner. Donc là, j'ai juste lu ce qui était un peu disponible sur BGG, mais j'ai pas non plus été voir trop dans les forums tout ça. Ceux qui avaient déjà un peu testé les protos, voilà, pour pas trop me spoiler, parce que j'aime bien découvrir en fait. Ça fait partie des auteurs qui bosse bien. Son dernier, hein, c'était Lisboa, que j'avais beaucoup aimé, même s'il était rempli de beaucoup de règles, assez costaud quand même. C'était un des jeux les plus costauds. Même si j'avais trouvé une manière d'expliquer le jeu qui permettait de le rendre plus digeste. Mais voilà, moi j'aime à chaque fois voilà, le fait qu'ils prennent vraiment une thématique et qu'ils la travaillent, que ce soit un truc comme Kanban, qui est vraiment quelque chose d'assez... ou sur Ovinos, hein, ou Galériste, ou voilà, à chaque fois il a cette manière de trouver pas forcément une mécanique originale, même si il y a quand même des choses très intéressantes, mais d'être vraiment dans la thématique. Donc On Mars, j'attends ça avec impatience. Je sais plus la date, j'ai pas noté la date. Je crois que le KS, alors je vais faire de mémoire, je crois que le KS, parce que là, mes fiches s'arrêtent au numéro 4, parce que les 3, normalement, j'ai plus besoin de 3 2 1. C'est le 18 avril, si j'ai pas de bêtises. Voilà. Je le sais parce que mon anniversaire, c'est un peu avant, et de toute façon, pour mon anniversaire, j'ai le meilleur des cadeaux, c'est le 14 avril, donc c'est Game of Thrones qui revient. Et donc juste après, on a le KS de Vital Lacerda. Ce qui veut dire KS 2019, ça veut dire jeu en fin d'année. Si c'est comme Lisboa, on avait eu le KS en mars-avril et on avait eu le jeu, je crois, en septembre-octobre. Donc voilà, On Mars. Et en numéro 1 de ce top 10 des jeux que j'attends le plus, eh ben, comme l'année dernière, le top 1 de mémoire, c'était Tricarion, l'extension. Eh ben, cette année, c'est une extension aussi. Pour le jeu qui, pour moi, était le jeu de l'année, c'est l'extension, enfin c'est même pas c'est une extension, mais c'est un standalone, je sais pas comment le dire en fait, parce qu'on n'a pas trop d'infos, et tant mieux dans un sens. C'est évidemment Détective. Donc là on va aller à Los Angeles. Donc Détective, hein, le jeu, voilà, j'ai fait des vidéos, j'en parle tout le temps. Je l'ai même filé en cadeau lors du concours. Il faisait partie des 16 jeux que j'ai envoyés donc à Thibaut, qu'on salue. Donc oui, l'extension Détective ou le standalone, je ne sais pas comment dire. Tout ce qu'on sait pour l'instant, donc c'est que ça va se passer dans les années 80, donc à Los Angeles. Donc dans les années 80, est-ce qu'il n'y a pas la base de données Antares? Qu'est-ce qu'on va avoir? On aura peut-être quelque chose d'autre. En tout cas, c'est annoncé comme étant un style un peu dans l'esprit le flic de Beverly Hills. Donc c'est-à-dire un peu hors cadre. Ils annoncent même voilà, que pour résoudre les enquêtes, donc je crois qu'il y en aura 3 ou 4 seulement dans la boîte, mais en tout cas pour résoudre l'enquête, il va falloir sortir des sentiers battus, il va falloir peut-être être un peu hors cadre, et ça voilà, je trouve ça très intéressant. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous sortir, en espérant, voilà, toujours pareil, ils ont mis la barre très haute avec Détective, en espérant que ce soit assez immersif, qu'on se régale, peut-être qu'on croisera Monsieur Follet. Ça serait génial. En tout cas, voilà, c'est le jeu que j'attends le plus. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sort, j'espère que ce sera cet été. Mais en tout cas, voilà, c'est sûr que ça va être nuit blanche directe. On va peut-être enchaîner les parties. Et voilà, j'ai des frissons rien que d'y penser. Donc voilà, c'était le top 10 des jeux que j'attends le plus en 2019. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous quel jeu vous attendez le plus, parce que souvent c'est pas les mêmes et du coup ça donne des infos, parce que on peut pas non plus tout voir, être au courant de tout. En tout cas voilà, j'avoue que là il y avait pas mal de jeux très intéressants. Ça a été difficile d'en choisir 10. Je pense même faire des vidéos peut-être faire une vidéo prochainement sur Min Clash Games, parce qu'ils ont pas mal de projets intéressants, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va sortir, 2020, 2021. Mais du coup, voilà, ça fait partie aussi des jeux que j'attends forcément avec impatience. Il y avait peut-être une version Clank Legacy aussi qui me semblait intéressante, etc. La petite chose que j'ai notée, c'est que contrairement à l'année dernière, j'avais quand même des jeux, j'avais le jeu des Scorpions masqués,
qui était Decrypto, qui pour moi était vraiment un des meilleurs jeux d'ambiance de l'année dernière. Cette année, il n'y a pas de jeu d'ambiance. Et je trouve ça un peu dommage, même si je comprends que c'est plus difficile d'annoncer les jeux d'ambiance en fait un peu à l'avance, parce que la hype est pas la même, parce que souvent sur le net on voit, hein, c'est quand même plus beaucoup de core gamers hein, qui parlent, ce qu'on voit hein, sur les réseaux sociaux, sur les forums, etc. Et c'est vrai que les jeux d'ambiance en général ne s'adressent, en tout cas à tort, s'adressent moins à eux, et du coup il y a moins d'infos, on trouve moins de choses, on commence à en parler un peu moins tôt, il faut attendre les festivals, etc. Donc voilà, du coup c'est une petite déception, parce que j'aurais bien voulu, j'aime bien essayer de mettre un peu de tout dans mon top 10, parce que voilà, on est comme tous les joueurs, hein, on a des goûts éclectiques, on peut pas mettre que du gros jeu, même si on retrouve quand même d'une année sur l'autre, on retrouve un peu les mêmes auteurs, les mêmes éditeurs, en fonction de nos goûts, ça c'est bien forcément. Enfin voilà, j'espère que ce top 10 vous a plu, je vous dis moi à très bientôt, et bon jeu!